Il porte un costume à 2 000 €, une montre qui scintille sous les flashs. Quelque part en France, dans un bureau de ministère, il s'assoit chaque matin comme si de rien n'était. Sauf qu'il y a un détail. Un détail qui devrait le tenir éveillé la nuit. Il a été condamné, officiellement, légalement, jugé coupable par un tribunal français. Et pourtant, il n'a jamais dormi une seule nuit en prison. Pas une nuit, pas une heure. Zéro. Rien. Vous vous demandez comment c'est possible, comment un système judiciaire peut fonctionner de cette façon, comment on peut être condamné et libre en même temps. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que cette histoire n'est pas une fiction. Ce n'est pas un scénario Netflix inventé. C'est réel, c'est documenté, et c'est choquant. Commençons par le commencement. Un homme politique français, pas un fantasme, pas un rumeur, un vrai ministre qui a occupé un vrai ministère. Il a pris des décisions, il a signé des documents, il a exercé un pouvoir réel sur des milliers de personnes. Et puis un jour, les enquêteurs frappent à sa porte. Les accusations sont graves. Elles ne concernent pas un retard de paiement ou une amende de stationnement. Non, on parle d'affaires, ce qui touche au cœur du fonctionnement de l'État. Des choses qui, en théorie, devraient entraîner des années de prison. Les années passent, les audiences de jugement se multiplient, les avocats argumentent, les juges délibèrent, et puis arrive le moment qu'on attend tous, le verdict. Et là, c'est bizarre. Le tribunal prononce une condamnation. Oui, coupable. Oui, des années de prison. Mais attendez, il y a un ajournement, un sursis, une mesure spéciale, quelque chose qui fait que le condamné ne va pas immédiatement en cellule. Il sort du tribunal, il respire l'air libre, il rentre chez lui. Les citoyens regardent, ils se demandent quoi? Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Pourquoi quelqu'un d'autre serait-il en prison pour un crime similaire tandis que ce ministre reste libre? C'est la première fissure dans le système. Ensuite vient l'appel. Parce qu'en France, quand on est condamné, on peut contester. C'est un droit. Un droit qu'exercent les citoyens ordinaires également. Mais voici le truc, les appels prennent du temps. Beaucoup de temps. Des années. Pendant ce temps, le condamné reste libre. Il vaque à ses affaires. Il attend. Et chaque jour qui passe, la probabilité que quelque chose change augmente. Les dossiers s'empilent. Les tribunaux d'appel sont surchargés. Les délais s'allongent. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Entre la condamnation initiale et la décision définitive, il peut se passer une décennie. Pendant cette décennie, où est le condamné? Libre, dehors, vivant sa vie comme si le verdict n'existait pas. C'est la deuxième fissure. Maintenant, imaginez vous êtes un citoyen ordinaire. Vous commettez un crime similaire. Vous êtes arrêté immédiatement. Vous êtes emprisonné en attente de procès. Si vous êtes condamné, vous allez en prison tout de suite. Pas d'ajournement pour vous. Pas de sursis miracle. Vous perdez votre emploi, votre maison, votre vie. Mais si vous êtes ministre, si vous avez des ressources, si vous avez les meilleurs avocats, les choses fonctionnent différemment. Est-ce juste? C'est la question. Et c'est précisément celle qui divise la France, et la Belgique, et la Suisse, et le Canada francophone, et les pays d'Afrique du Nord où le droit français influence les systèmes locaux. Partout dans la francophonie, les citoyens regardent avec ces affaires et demandent comment fonctionne vraiment la justice. Parce que sur le papier, c'est simple. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Pas de privilèges, pas de traitement spécial. Mais en pratique, c'est plus compliqué. Un ministre a les moyens de payer les meilleurs avocats. Des avocats qui connaissent chaque faille du système, chaque procédure, chaque délai possible, chaque technicalité juridique qui peut étirer un procès de 3 ans à 10 ans. Un citoyen ordinaire a un avocat commis d'office, débordé, avec des centaines de dossiers, qui ne peut pas se battre comme l'avocat du ministre se bat. C'est asymétrique, et ça crée des situations où le mot « justice » commence à sembler ironique. Revenons à notre histoire, ce ministre, cette condamnation, cette absence de prison. Les années continuent, l'appel traîne, les délais s'accumulent, et puis, à un certain moment, quelque chose d'intéressant se produit. Le dossier s'enlise tellement que les délais de prescription commencent à jouer un rôle. En droit français,
Il existe des délais au-delà desquels on ne peut plus poursuivre quelqu'un. Ces délais existent pour une raison: protéger les citoyens de persécutions infinies. Mais parfois, ils fonctionnent aussi comme une porte de sortie pour ceux qui ont les moyens d'attendre. Attendez assez longtemps, et peut-être que l'affaire disparaîtra. Peut-être que les témoins disparaîtront. Peut-être que les preuves s'affaibliront. Peut-être que le public oubliera. C'est un jeu d'usure, et c'est un jeu auquel les ministres jouent bien mieux que les citoyens ordinaires. Donc où en est-on maintenant? Le ministre en question. Toujours libre? Oui. Toujours dans un costume à 2 000 €? Probablement. Toujours impactant les décisions qui affectent des millions de personnes? Peut-être. Et les citoyens ordinaires qui sont en prison pour des crimes moins graves? Ils regardent de derrière les barreaux. Ils se demandent. Ils attendent leurs propres appels. Qui prendront des années? Qui vont les garder en détention pendant toutes ces années? C'est ça le secret du système. Ce n'est pas qu'il y a une règle écrite qui dit « les ministres vont en prison plus tard que les autres ». Non, c'est plus subtil. C'est une cascade de décisions légales, de délais autorisés, de sursis accordés, de procédures qui favorisent celui qui a les ressources pour les exploiter. Et aucune de ces décisions n'est illégale. Aucune. C'est tout dans le cadre du droit. C'est simplement comment le droit fonctionne en réalité. Voilà le secret. Voilà pourquoi on parle de cette affaire. Parce qu'elle expose quelque chose que beaucoup de gens soupçonnent mais ne savent pas formuler. Quelque chose sur la façon dont le système fonctionne quand on regarde de près. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans la rue, vous ne saurez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne saurez jamais vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il a payé, ce qu'il a évité de payer. Et c'est ça qui reste.